Ce jour-là, ils ont troqué leurs costumes cravates pour des bottes et des casques de chantier. Un petit groupe de parlementaires en mission venus découvrir la centrale nucléaire du futur. Nos bâtiments, c'est des grosses boîtes. Cette année, on ferme nos boîtes et surtout, on remplit nos boîtes. Cette année, c'est-à-dire 2011. L'EPR de Flamanville, un fleuron technologique encore en gestation, mais déjà fierté du nucléaire français. Flamanville est la tête de série des réacteurs de 3e génération. Flamanville, ça préfigure l'avenir du nucléaire, mais en même temps, c'est le présent, c'est une réalité qu'on a sous nos yeux. Et on le voit, alors là, on le verra mieux en bas parce qu'ils sont en étoile, vous voyez, comme voilà. Parce que, vous voyez, en fait, quand vous regardez... Après la catastrophe de Fukushima, EDF aimerait en faire le symbole d'un nucléaire plus sûr. Le premier réacteur de cette envergure en France, il produira plus de 1600 MW, un record mondial. Certains élus sont déjà conquis. C'est beau, hein? T'as vu? Les pales, chacune des pales. C'est une symphonie de fonte et bientôt d'acier. Pour moi, c'est de la très belle industrie. On ne voit que le rotor et le haut du casque. D'autres sont moins enthousiastes. Par rapport aux informations que j'avais sur le PR, celles qu'on nous a faites, les présentations, j'apprends rien de plus. Convaincantes ou pas, ces visites se sont multipliées. Flamanville, mais aussi Fessenheim, Tricastin ou La Hague. Pendant 2 mois, une délégation de sénateurs et députés a sillonné l'Hexagone avec une mission, évaluer l'état du parc nucléaire tricolore. 19 centrales, 58 réacteurs, la France est tout simplement le pays le plus nucléarisé au monde. Une politique de l'atome remise en question par la catastrophe de Fukushima. Alors après cet accident majeur, le nucléaire a-t-il encore un avenir en France? Nos décideurs politiques sont-ils allés trop loin? Cette technologie controversée fournit près de 80% de l'électricité du pays. Lorsque des incidents se produisent, et ça fait aussi partie de l'entraînement. Tout a commencé le 5 mai dernier à l'Assemblée nationale, devant une salle comble. L'accident nucléaire japonais a marqué les esprits. Les travaux du groupe d'élus vont alterner auditions d'experts et visites de terrain. Des élus pour la plupart membres de l'OPEX, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. 8 sénateurs et 8 députés, dont certains connaissent parfaitement la problématique du nucléaire civil. Je pense, mais nous le verrons au cours de cette enquête, de ce travail qui va s'étaler pendant plusieurs mois, que la France est bien mieux préparée que ne pouvait l'être le Japon, mais nous allons voir cela dans le détail. Déjà des certitudes pour Christian Bataille. Co-rapporteur de la mission, le député socialiste est aussi réputé pour être un partisan de l'industrie nucléaire, une énergie pourtant loin de faire l'unanimité. Selon un sondage réalisé fin juin, 6 Français sur 10 souhaitent une sortie progressive du nucléaire, et certains sites inquiètent plus que d'autres. Au cœur de la controverse, Fessenheim, dans l'est de la France. Un paysage bucolique qui abrite la plus vieille centrale française encore en activité. Donc ici, nous rentrons sur le site, donc le bloc usine est juste derrière. Visite emblématique sur le site le plus polémique. Ici, les questions de sécurité sont nombreuses. L'installation se trouve près d'une zone sismique, sous le niveau du canal du Rhin. Mise en service en 1977, la centrale n'est protégée que par une digue. Donc ça, c'est effectivement la digue. Et le Rhin, il a combien de mètres? On n'a pas prévu d'y aller. Le niveau du Rhin, il a combien de mètres par rapport à ici? Ici, il y a, Pascal, il y a combien de mètres? 8 mètres. Pardon? 8 mètres. Oui, je voulais dire, le grand en dessous. Une digue qui visiblement inquiète les parlementaires. C'était pas prévu, c'est une question de temps. Ça prend 10 minutes aller-retour, le temps de monter et de descendre. Juste pour voir. Ce serait bien quand même, hein. Ce serait bien parce que c'est quand même un des sujets. C'est un des sujets qui est mis en avant depuis le. Depuis le. On voit la voie le mieux. Non mais d'accord, d'accord. Mais on peut passer 10 minutes. Oui, ça vaut quand même le coup de visualiser les installations. Moi, je vote pour, Monsieur le Président. Programme chamboulé, la délégation insiste pour voir l'ouvrage de plus près. C'est pas une petite digue, hein. Non, quand on la monte. Non, mais...
Donc vous avez à peu près là, une idée sur concrètement la largeur de la digue. Présentation improvisée par le personnel d'EDF. Là, c'est le cul-de-sac. Voilà. Ouais. Ça, c'est un cul-de-sac. C'est un cul-de-sac, c'est juste le cul-de-sac et l'eau passe dans les tambours filtrants qui sont situés juste à notre gauche. Moi, je trouve que c'est sécurisant. C'est pas la mer qui est là. C'est un canal navigable. Alors, je dis pas qu'il y a zéro risque, mais au regard d'un risque éventuel, je pense notamment au risque de tremblement de terre, vous avez une digue massive qui n'est pas simplement un ouvrage en béton qui peut se fissurer, mais vous voyez bien, c'est de la pleine terre, c'est du béton. Alors, c'est toujours perfectible, mais enfin, c'est bien de le voir quand même. Entre deux plaques béton. Le sénateur, rassuré par la réalité du terrain, mais c'est loin d'être le cas de tout le monde. À Colmar, 30 km au nord de Fessenheim, un petit groupe de militants écologistes s'est lancé dans une grève de la faim collective. Chaque jour, dans ce parc de la ville, ils réclament la fermeture de la centrale et tentent de sensibiliser l'opinion. Mon petit de 4 ans, qu'est-ce qu'il va penser de moi si j'ai rien fait maintenant pour que la vieille dame là-bas à 30 km ou à 10 km de chez elle, la centrale complètement fichue, elle ne s'arrête pas. Si j'ai rien fait, j'aurai honte devant mon petit-fils bientôt. Mais mieux qu'un long discours, un slogan choc affiché sur leur tente. Jeûnons pour l'arrêt de Fukushima, car pour eux, Fukushima et Fessenheim, c'est du pareil au même. La centrale de Fessenheim est sur un cours d'eau où il risque d'y avoir une inondation, comme à Fukushima à la suite d'un séisme. On sait qu'en 1356 à Bâle, il y a un séisme fort, que certains évoluent à 6,2, maintenant il est réévalué à 6,9. Donc un peu moindre qu'au Japon, mais le même scénario, catastrophe, en 2 temps, peut se trouver. Un parallèle évident pour les écologistes, un raccourci un peu facile pour les responsables de la centrale. Tout au long de la visite, ils vont insister sur les nombreux aménagements subis par le site pour renforcer la structure des installations. Alors, un exemple très concret, encore une fois, ici, des renforcements qui ont été réalisés au niveau des bâtiments électriques. Donc vous voyez, bien sûr, à chaque fois, il y a le rappel des prescriptions. Mis à part l'enveloppe de sécurité et la cuve, il n'y a rien qui est d'origine dans cette centrale. Et on peut même dire, à la limite, que suite à la visite décennale, la 3e, ce sera la centrale la plus sûre de France. Il y avait, Un brin provocateur, Bruno Sido. Mais l'autorité de sûreté nucléaire confirme, l'âge d'une centrale n'est pas le seul facteur pour évaluer sa fiabilité. Seulement voilà. Par une question a priori anodine à la fin de la visite, les parlementaires vont découvrir une information inquiétante. Le radier en béton censé protéger d'une fuite de la cuve ne fait qu'1,50 m d'épaisseur. Les travaux d'ingénierie en cours visent à augmenter l'épaisseur du radier dans cette partie centrale. Par au-dessus. Par au-dessus. On peut pas... Par en dessous. Ouais. Aujourd'hui, ce qui est privilégié, c'est d'épaissir le radier par l'intérieur de l'enceinte. Et pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt? C'est D'abord, la question est assez récente. Tout ça, c'est quand même du replâtrage. Et la conception même de la centrale sur un radier, c'est-à-dire une sole de béton de 1,50 m, ce qui est ridicule à Fukushima, c'est 6 mètres. Et là, on a un vrai problème de conception initiale. Alors, en dessous, vous avez la plus belle nappe phréatique d'Europe. Dans un avis rendu fin juin, l'autorité de sûreté nucléaire donne son feu vert pour exploiter encore pendant 10 ans la centrale alsacienne, à condition d'effectuer des travaux de consolidation, notamment sur le radier. Déception des écologistes, ils souhaitent l'arrêt immédiat de Fessenheim, avant de passer à l'étape suivante, le démantèlement. Cette problématique, les parlementaires vont y être confrontés sur un autre site emblématique. Tricastin regroupe dans la Drôme un ensemble nucléaire complexe. Une centrale de 4 réacteurs, mais aussi 2 usines d'enrichissement d'uranium. La plus ancienne doit fermer ses portes en 2012. Monsieur Denis Audier, directeur de Redif. Alors que faire de cette vieille installation? La délégation profite de cette nouvelle visite pour poser la question.
c'est une usine monstrueuse. Qu'est-ce que ça va devenir, tout ce bâtiment? On l'arrête et après on attaque la vidange et ensuite on fera le démantèlement. Alors, les bâtiments vont rester. Ce qu'on va faire, c'est sortir tous les équipements, enfin enlever toute la matière qu'il y a devant, démonter les équipements. Et a priori, les bâtiments peuvent rester jusqu'à ce qu'on trouve une utilisation ou des bâtiments ou du terrain. Si on a besoin du terrain, évidemment, on détruira également les bâtiments. Mais c'est une opération qui va prendre quelques années quand même. C'est un coût gigantesque. C'est un coût gigantesque. Mais ça fait partie des choses qui sont prévues. Tous ces coûts sont anticipés. Le directeur d'Eurodif se veut rassurant, mais pour de nombreux sites nucléaires, le coût du démantèlement aurait été volontairement sous-estimé. C'est en tout cas ce qu'affirme Corinne Lepage. La députée européenne, ancienne ministre de l'Environnement du gouvernement Juppé, vient de publier une enquête à charge sur l'argent du nucléaire. La loi avait prévu l'obligation pour les exploitants du nucléaire de provisionner des sommes correspondant au montant du démantèlement. EDF a provisionné 13 milliards, ce qui est une somme importante, mais hors de proportion avec la réalité du coût du démantèlement. Je rappelle simplement que la Cour des comptes, en 2003, avait évalué à 37 milliards d'euros, 2003, le coût du démantèlement. Et quand on regarde ce que les Anglais, par exemple, ont prévu pour leur propre démantèlement et qu'on fait une simple règle de 3, on tombe entre 150 et 200 milliards. J'ajoute que Brennilis, qui est la seule centrale en France à faire l'objet d'un démantèlement qui dure depuis 25 ans, le coût a déjà été multiplié par 10 et on est pratiquement à 1 milliard d'euros rien que pour Brennilis, qui est une petite centrale. Par voie de conséquence, qui va payer? La loi avait prévu que ça devait être provisionné, donc payé dans le prix du kilowattheure. Ça ne l'a pas été. Par voie de conséquence, qui va payer? Je vais vous dire, c'est très simple, c'est vous et moi. Le chantier GB2 Nord, l'usine... Le nucléaire, une énergie beaucoup plus chère que les chiffres avancés par Areva ou EDF. Réduire leurs frais serait d'ailleurs leur nouvelle obsession. Bonjour, de Agostini, Areva Tricastin. Enchanté. Bienvenue. À Tricastin, accueil chaleureux des parlementaires, mais embarras des élus, la présence du directeur dérange. Le sujet du jour est sensible, une réunion pour parler sous-traitance. Alors avant d'aborder la question qui fâche, les responsables de la mission parlementaire décident de prendre les devants. Je vous précise que la mission parlementaire a souhaité que cette réunion se déroule en l'absence du directeur du site. Donc voilà, pour que les choses soient bien claires. Monsieur Chaumontet, nous sommes tout oui. Pouvoir parler sans tabou, car à en croire les syndicats, la direction ne tolérerait aucune critique sur sa politique d'externalisation. La sous-traitance chez nous ne fait que uniquement des actions sur les installations. Elle répare nos installations, c'était des actions que nous faisions auparavant, mais là maintenant c'est la sous-traitance qui le fait, c'est plus nous. Et ils ne sont pas formés? Ils sont formés, mais il y a par moment il y a certains salariés qui n'étaient pas habilités. Ça nous l'avons fait remonter, et lorsqu'on fait remonter ce type d'action, eh bien, il y a certains salariés qui se font licencier parce qu'ils font remonter justement ces dysfonctionnements. Sauvegarder les emplois, la principale préoccupation des syndicats, chez Areva comme chez EDF. Alors dans une deuxième réunion, députés et sénateurs vont chercher à obtenir la version de la direction. Avez-vous des questions à ce stade? Oui, tout de suite. Est-ce que vous êtes informé des sous-traitances éventuellement en cascade qui peuvent arriver, c'est-à-dire des sous-traitants, 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 et de s'assurer qu'ils sont bien à la fois formés et habilités? Pour les sous-traitances en cascade, le sous-traitant a obligation de déclarer la sous-traitance en cascade éventuelle. À ce jour, la plupart du temps, on ne va pas au-delà du rang 2. On n'a quasiment pas de sous-traitance au-delà du rang 2. Le rang 2, ça veut dire qu'il y a un sous-traitant qui contracte avec nous, un sous-traitant pour le premier sous-traitant, et personne derrière. La cascade s'arrête là. Et pour rassurer la délégation, EDF a tout prévu. La visite se poursuit du côté de l'atelier de formation. Les prestataires sont censés y acquérir tout le savoir-faire pour travailler sur cette technologie sensible. On forme énormément donc, de prestataires sur la robinetterie. Donc ils viennent quelquefois
s'entraîner sur le chantier école avant d'aller sur l'installation, reproduire leurs gestes. Pour EDF, la sous-traitance représenterait d'abord une plus-value technique. Pas question d'invoquer des raisons économiques. Le premier choix qui fait que nous faisons appel à des prestataires, à des sous-traitants, c'est un choix de technicité. Certaines des activités que nous faisons sur des périodes très courtes, que nous appelons les arrêts d'installation pour renouveler le combustible, nécessitent des compétences pointues que nous ne pourrions pas entretenir en interne. Donc nous faisons appel à des sous-traitants qui les ont. Argumentaire bien rodé pour la direction de Tricastin, comme pour celle de La Hague, l'usine de retraitement du combustible nucléaire située à l'autre bout de la France. Dans un certain nombre de cas, le fait de sous-traiter amène la capacité d'avoir une technicité et des compétences tout à fait pointues que nous n'avons pas forcément à l'intérieur de nos équipes. Technicité, compétences pointues, des éléments de langage répétés régulièrement pour justifier le recours à la sous-traitance. Le débat s'invite même là où les questions de sûreté sont les plus importantes, le centre névralgique de l'usine, les piscines d'entreposage. C'est pour la sûreté et sécurité mieux de s'adresser à une société spécialisée qui ne fait que ça, que l'on encadre, que de faire nous-mêmes. Si un prestataire sait mieux faire que nous, on s'adresse au prestataire. Une rhétorique à laquelle ne croient plus les organisations syndicales. C'est l'ironie de l'histoire. Areva sous-traite une activité à des sous-traitants qui, soi-disant, connaissent beaucoup mieux l'activité, mais c'est Areva qui forme les sous-traitants. Il y a une contradiction fondamentale dans le discours. Des syndicats qui tirent la sonnette d'alarme. À trop privilégier la rentabilité, Areva et EDF jouent avec le feu. La sous-traitance à outrance, comme celle qu'on connaît, est de nature à affecter la sûreté et la sécurité des installations nucléaires. Comme il est encore mouillé, le combustible. L'usine de retraitement du combustible se doit pourtant d'être exemplaire. La Hague n'est pas un site nucléaire comme les autres. Donc là, on est devant un assemblage combustible qui a brûlé à peu près 3 ans dans un réacteur à Nogent. C'est le seul endroit au monde où on peut voir un assemblage combustible usé hors de l'eau. C'est 2001 lycée d'espace. Une vitrine internationale du savoir-faire français qui se veut irréprochable en matière de sûreté. La puissance thermique, on voit un peu de la perturbation atmosphérique. On voit ce qu'on ne verra pas très très souvent. Maintenant, ce sont des images, quoi. C'est pas convaincant, quoi. Donc là, on va voir une troisième piste. Des élus pas toujours réceptifs aux explications des ingénieurs. Ah oui, encore une. Plutôt terre à terre les parlementaires et davantage préoccupés par des questions concrètes comme la solidité du toit de la piscine. Le toit, il est pas compliqué. Il est On dirait ma cabane à poules. Il n'y a rien. Il y a une culture de la certitude absolue. Et je pense que si on veut éviter les catastrophes, il faut que les gens soient un peu empreints de doute. Et ici, il y a 0 doute. Et c'est très troublant parce que ça fait penser à TEPCO, ça fait penser à Fukushima. Moi, je connaissais les gens de Tchernobyl aussi. C'est 0 doute, quoi. Et par exemple, quand on leur dit, mais au-dessus des piscines, il y a de la tôle ondulée, c'est quand même pas grand-chose s'il y avait une chute d'un gros avion, tout ça. Et ils répondent, mais il n'y aura pas de chute d'un gros avion. Voilà. Et moi, ça me gêne beaucoup. Sur l'EPR de Flamanville, en revanche, tout semble avoir été anticipé. Pas de doute ici non plus, cette centrale 3e génération saura résister à n'importe quel type d'agression. Une structure massive, protégée des attaques terroristes par une double coque. Mais l'amélioration la plus significative se trouve ici, sous la cuve du réacteur. L'accident grave sur le PR est pris en compte à la conception. Donc ici, on a les réserves d'eau à l'intérieur du bâtiment réacteur lui-même, donc en étanchéité complète vis-à-vis de l'extérieur. Et puis, en cas de cet accident grave, l'eau vient de façon complètement passive refroidir le cœur fondu. Une sorte de cendrier placé sous la cuve pour recueillir le cœur en fusion en cas d'accident comme celui de Fukushima. Ici, EDF axe sa communication sur le nucléaire haut de gamme pour se démarquer de ce que l'entreprise appelle les centrales low cost. Avec le premier corps de turbine, le premier rotor qui est là. Ouais. Tout ça c'est Alstom Belfort. Ça c'est Alstom Belfort, ouais. Exactement. Voilà. Ils ont dû sabler le champagne quand ils ont eu le marché. Oui. C'est pas mal, hein. Un marché qui se chiffre en milliards d'euros.
ce chantier de la démesure est aussi un gouffre financier. Au départ, Flamanville devait coûter 3 milliards d'euros. Nous sommes entre 5,5 et 6 milliards. Je dirais que c'est la même chose pour le PR finlandais, qui est lui construit par Areva et pas par EDF. Les déboires financiers sont de même nature et le retard de plus de 2 ans dans la construction de ce réacteur. Spécialiste des questions d'environnement, l'avocate maîtrise le dossier. Nous décidons de lui montrer les images des parlementaires en visite. Oui, c'est un bidon absolument total, ce truc-là. Attendez. Pour vous, c'est pas sérieux? Oh non, attendez. Non, absolument pas. Absolument pas. Ils vont pas leur montrer s'il y a, comme c'est le cas dans certaines centrales, des fissures qui sont apparues. On va pas les leur montrer, ça. Donc là, on est devant un assemblage combustible. Moi, j'en ai fait des visites comme ministre, je sais bien ce qu'on m'a montré. En revanche, comme avocate, lorsque j'ai fait une expertise avec un expert sur Creil-Smallville, on a été voir autre chose, parce qu'on a demandé et exigé de voir autre chose. Une mission qui n'aurait pas les moyens de ses ambitions. C'est l'avis de Michèle Rivasi, une autre spécialiste des questions nucléaires. La députée européenne écologiste connaît bien le fonctionnement de l'OPEX pour en avoir fait partie il y a 10 ans. Je trouve que ce n'est pas une structure qui dispose d'experts assez indépendants pour enrichir, si vous voulez, la compréhension du nucléaire en France. S'agissant du rapport lui-même, il souligne la grande rigueur du dispositif de sûreté nucléaire. 30 juin 2011 au Sénat, les responsables de la mission rendent leur rapport. Qui n'est toujours pas appliqué sur les moyens. Après 6 auditions publiques et 7 déplacements de terrain, sénateurs et députés sont eux convaincus du sérieux de leur travail, qui leur permet de pointer plusieurs dysfonctionnements. L'épaisseur du radier de 1,50 m et de 1,50 m, c'est un paramètre qui doit être pris en compte. La décision qui sera rendue devra être claire, publique, argumentée, justifiée. Des problèmes spécifiques et surtout une dérive globale, celle de la sous-traitance banalisée. Du commanditaire. Nous avons dans certains cas relevé jusqu'à une cascade de 8 niveaux de sous-traitance. Il y a les sous-traitants, les sous-sous-traitants, les sous-sous-sous-traitants. Alors pour éviter le pire, le rapport demande aux exploitants français de relever encore d'un cran la sûreté de leur centrale. Mais les parlementaires le reconnaissent, ils n'ont pas disposé de toutes les informations nécessaires à une enquête de profondeur. On ne veut pas en parler, donc voilà, notre rôle c'est quand même d'aller... Ça s'appelle un mensonge par omission. Je ne sais pas si c'est du mensonge, peut-être un oubli, en étant optimiste. Donc il a fallu de temps en temps aller un peu forcer le passage. Et les élus de la mission ne sont pas au bout de leur peine. Un deuxième volet du rapport doit être rendu à la fin de l'année. Il traitera de l'avenir de la filière nucléaire, alors que le spectre de Fukushima plane encore au-dessus des centrales françaises.